Mes parents m'accusent d'avoir voulu coucher avec le mari de ma sœur, mais ils n'auraient jamais dû faire confiance aux paroles d'un menteur. Je n'aurais jamais pensé écrire cela un jour, et pourtant, me voilà, encore sous le choc des événements de ces derniers mois. Tout a commencé lorsque ma vie a pris un tournant radical, juste avant mes examens finaux. Mes parents m'ont accusé de quelque chose d'impensable et m'ont mis à la porte. J'avais toujours cru que nous étions une famille très unie, du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse. Mes parents étaient stricts mais aimants à leur manière. Ils avaient de grandes attentes envers nous et nous poussaient toujours, ma sœur Lisa et moi, à donner le meilleur de nous-mêmes. Lisa était la fille parfaite, belle, intelligente et réussissant tout ce qu'elle entreprenait. Elle avait tout pour elle, y compris un mari merveilleux, Brad, qui semblait être son partenaire idéal. Ils s'étaient mariés jeunes et, bien qu'ils aient d'abord vécu seuls, ils avaient fini par revenir vivre dans la maison familiale lorsque Brad avait trouvé un emploi à proximité. Mes parents étaient ravis. Ils adoraient les avoir près d'eux et, d'une certaine manière, moi aussi, même si cela signifiait être constamment comparé à ma sœur. J'admirais Lisa et j'étais heureuse de l'avoir près de moi. Quant à moi, j'étais encore à l'université, et ma vie était largement contrôlée par mes parents. Mon université était proche, et lorsque j'avais suggéré de vivre en résidence étudiante pour gagner en indépendance, ils avaient immédiatement refusé. Pourquoi dépenser de l'argent pour un dortoir alors que tu peux rester ici, disaient-ils. Ce n'était pas seulement une question d'économie, mais aussi de contrôle. Ils voulaient savoir où j'étais, avec qui et ce que je faisais à tout moment. Je me persuadais que c'était parce qu'ils tenaient à moi, mais au fond, je savais que c'était étouffant. Notre maison était toujours pleine. Avec Lisa et Brad vivant là, nous étions tous entassés, essayant de gérer nos vies d'adultes tout en étant traités comme des enfants. Mes parents adoraient Brad, il était presque comme le fils qu'ils n'avaient jamais eu. Il ne cessait de vanter ses mérites à qui voulait l'entendre, et il était évident qu'à leurs yeux, il ne pouvait rien faire de mal. Moi, en revanche, je ne prêtais pas vraiment attention au mari de ma sœur. Il avait pris la grosse tête en entendant mes parents l'encenser et me questionnait souvent sur le fait que je ne vivais pas en dortoir, bien qu'il sache parfaitement que c'était la décision de mes parents. Non seulement j'étais jugé par mes parents, mais aussi par ma sœur et son mari pour mes choix. Pendant ce temps, j'essayais de jongler entre mes études, un emploi à temps partiel et une relation à distance avec mon petit ami, Marc, qui étudiait dans un autre état. Mes parents ne l'appréciaient pas. Tout comme ils m'avaient toujours comparé à Lisa, ils comparaient maintenant Marc à Brad. Ils ne le disaient pas directement, mais leur désapprobation se lisait dans leur indifférence chaque fois que je le mentionnais. Malgré les tensions, j'essayais de maintenir la paix. J'aidais à la maison, je cuisinais et j'évitais de déranger Lisa et Brad. Lisa et moi n'étions pas particulièrement proches, mais nous avions une relation cordiale. Elle était occupée par sa vie, et moi par mes études, donc nos interactions se limitaient à des conversations polies et aux rares dîners en famille. Mais tout a soudainement changé lorsque mes parents m'ont appelé au salon avec des expressions graves sur le visage. C'était juste avant mes examens finaux, et j'étais stressé et épuisé par mes révisions. Ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire, et j'ai immédiatement senti un nœud dans mon estomac. Ils m'ont regardé avec déception et colère, affirmant qu'ils avaient trouvé des messages sur mon téléphone, des messages qui, selon eux, prouvaient que j'essayais de coucher avec Brad, le mari de ma sœur. J'étais complètement sous le choc. Ils m'ont montré ces prétendus messages, mais ce n'étaient pas des messages que j'avais envoyés. Mon nom apparaissait dessus, mais jamais je n'avais écrit à cet homme. J'ai essayé de leur expliquer que jamais, pas une seule seconde, je n'aurais pu voir Brad de cette façon. D'ailleurs, j'avais mon propre petit ami, que j'aimais profondément. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Comme si toute la confiance bâtie au fil des années s'était évaporée en un instant. Ils m'ont accusé d'essayer de ruiner le mariage de Lisa et m'ont ordonné de quitter la maison immédiatement. Tout au long de cette conversation, j'ai supplié qu'on me laisse parler à Brad, mais apparemment, Brad était trop affecté pour me parler. N'ayant nulle part où aller, j'ai appelé mes grands-parents, désespérés et en pleurs. Je leur ai tout raconté, leur montrant que je n'avais aucun message compromettant, que je n'avais aucun intérêt pour Brad et que j'étais faussement accusé. Mes grands-parents, qui avaient toujours été bienveillants et compréhensifs, m'ont cru sans hésiter. Ils m'ont accueilli, m'ont offert un toit et m'ont soutenu dans la pire période de ma vie. Mais mon père était furieux. Il n'acceptait pas que je vive chez mes grands-parents, prétendant que je n'apprenais pas ma leçon. Un jour, alors que je n'étais pas là, il est allé chez eux et les a confrontés, les accusant de me gâter et de saper son autorité. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont défendu, et la dispute s'est terminée par mon père qui est parti en jurant qu'il ne leur parlerait plus jamais. Cela m'a brisé le cœur de voir la famille se déchirer ainsi. Je me suis souvent senti coupable, me disant que si je n'avais pas cherché refuge chez mes grands-parents, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais ensuite, l'impensable s'est produit, mon grand-père est décédé subitement. Ce fut un choc terrible, je n'avais jamais ressenti une douleur aussi intense.
Mais ce qui m'a encore plus blessé, c'est que mes parents n'ont même pas assisté à ces funérailles. Je pouvais à peine tenir debout, essayant de gérer la situation avec l'aide de mon petit ami, Marc, tout en prenant soin de ma grand-mère, qui était complètement anéantie. Son mari était parti, et son propre fils l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de sa famille. Quelques jours plus tard, sans prévenir, mes parents se sont présentés chez mes grands-parents. J'étais encore en deuil, et les voir n'a fait que raviver toute la colère et la douleur que j'essayais de réprimer. Je leur ai demandé pourquoi ils n'étaient pas venus aux funérailles, et ils ont répondu avec désinvolture qu'ils étaient en voyage. Mais je connaissais la vérité, ils étaient en vacances. Mon cousin avait vu leur publication sur Facebook et m'avait tout raconté, mais je suis restée silencieuse, retenant l'envie de les confronter. À ce moment-là, mon petit ami, Marc, qui était resté avec nous quelques jours pour m'aider, est sorti voir mes parents. Mon père a froidement demandé pourquoi il était là, comme si sa présence posait un problème. Cela m'a frappé en plein cœur. J'avais tout géré, l'organisation des funérailles, le soutien à ma grand-mère, la gestion de mon propre chagrin, pendant que mes parents étaient en vacances, ignorant leurs responsabilités. J'ai ressenti une montée de colère en regardant mon père, qui semblait totalement inconscient de la douleur qu'il avait causée. Je lui ai demandé s'il savait qui s'était occupé de toutes les démarches funéraires, qui avait veillé à ce que tout soit fait correctement, et qui avait été là pour ma grand-mère lorsqu'elle avait le plus besoin de sa famille. En tant que fils, c'était à lui de prendre ses responsabilités. Mais il était absent, me laissant ramasser les morceaux de notre famille brisée. Mon père n'a pas du tout aimé ça. Il m'a lancé un regard réprobateur, clairement offensé que j'ose le remettre en question, et m'a dit de surveiller mon ton, comme si j'étais encore la petite fille obéissante qu'il pouvait contrôler. Mais je n'étais plus cette personne. Puis, presque sans prévenir, son attitude a complètement changé. La colère dans ses yeux a disparu, remplacée par un calme inquiétant. Soudainement, il est devenu la personne la plus posée de la pièce, parlant doucement et affirmant qu'il n'était pas là pour se disputer. Il prétendait vouloir tout laisser derrière nous et repartir sur de nouvelles bases. Il a même dit qu'il était là pour me pardonner ce qui s'était passé avec Brad, comme si c'était moi qui avais besoin de son pardon. Puis il a mentionné qu'il m'autorisait à rester chez ma grand-mère, mais qu'en échange, il voulait récupérer quelque chose qui lui appartenait. J'étais stupéfaite. Quelques instants auparavant, il me disait de surveiller mon ton, et maintenant, il parlait de pardon et de passer à autre chose. Cela n'avait aucun sens, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir que quelque chose clochait. Puis, soudain, j'ai compris, il était là pour l'héritage. Après tout ce qu'il avait fait subir à mon grand-père, après son abandon et sa trahison, il revenait maintenant pour l'argent. Il ne voulait ni réconciliation, ni réparer notre famille brisée, ni offrir un quelconque apaisement. Il voulait simplement ce qu'il considérait comme son dû, peu importe les dégâts qu'il avait causés. Mais il n'avait aucune idée que grand-père l'avait devancé. Grand-père, que Dieu le bénisse, avait tout prévu. Le lendemain des funérailles, alors que nous commencions à trier ses affaires, nous avons trouvé une note soigneusement rangée dans l'un de ses tiroirs. Elle disait simplement « Appelle Bob ». Bob était un avocat et un vieil ami de grand-père, quelqu'un qui était venu plusieurs fois à la maison, bien que je n'y ai jamais prêté attention à l'époque. Quand nous avons contacté Bob, il nous a appris que grand-père avait rédigé un testament, en prenant soin de décider qui hériterait de quoi. Avec le recul, le timing de l'arrivée de mon père était presque trop parfait, comme s'il savait que le testament allait bientôt être discuté et qu'il voulait réclamer sa part avant cela. Mais je dois avouer que j'ai ressenti une profonde satisfaction en lui disant que je savais exactement pourquoi il était venu. Il n'était pas là pour se réconcilier, ni pour guérir notre famille brisée, ni même pour offrir son pardon, non, il était là pour l'argent de grand-père, pour l'héritage qu'il pensait lui revenir de droit. Mais cela n'allait pas se passer ainsi, grand-père avait veillé à tout. D'une voix calme mais ferme, j'ai dit à mon père que grand-père avait placé toutes ses économies à mon nom. Chaque dernier centime qu'il avait accumulé me revenait désormais. Quant à la maison, grand-père l'avait mise au nom de ma grand-mère, s'assurant ainsi qu'elle aurait toujours un toit au-dessus de sa tête, protégée de quiconque tenterait de le lui prendre. À l'origine, mon intention était de communiquer cela lorsque les choses se seraient apaisées, quand nous aurions peut-être pu nous asseoir en famille et discuter du testament de grand-père avec respect et compréhension. Peut-être, dans un autre monde, aurions-nous trouvé un moyen de nous réconcilier et d'aborder les dernières volontés de grand-père avec dignité. Mais cette possibilité a disparu au moment où mon père est entré dans la maison avec son attitude arrogante, croyant pouvoir nous intimider et nous manipuler pour obtenir ce qu'il voulait. Quand je lui ai parlé du testament, j'ai vu son visage se tordre. Pendant un instant, il est resté sans voix, incapable de comprendre que tout ce qu'il espérait obtenir lui échappait. Mais aussi vite que la surprise était apparue, elle a été remplacée par la colère. Il était tellement narcissique qu'il croyait sincèrement avoir toujours été présent pour ses parents. Il m'a accusé de mentir, de manipuler grand-père pour qu'il change son testament, comme si j'avais orchestré tout cela.
L'ironie était presque risible, lui, m'accusant de manipulation alors qu'il avait abandonné sa famille par pure avidité. Mais je suis resté ferme. Je lui ai expliqué que grand-père avait pris ses décisions de son propre chef, bien avant son décès, et que Bob, l'avocat, pouvait attester de chaque mot que je disais. Il n'y avait aucun complot, aucun plan secret pour l'exclure, grand-père savait simplement quelles étaient les priorités de mes parents et avait agi en conséquence pour protéger ce qui comptait le plus pour lui, sa femme et sa petite-fille. Il a essayé d'argumenter, de me convaincre que je devais lui remettre l'argent, que c'était son droit en tant que fils de grand-père. Mais je n'ai pas cédé. Je lui ai rappelé qu'il avait fait ses propres choix, et que les choix avaient des conséquences. Il avait choisi d'abandonner son père, d'ignorer ses responsabilités, et maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Ma mère, qui était restée silencieuse jusque-là, a fini par parler, me suppliant de reconsidérer, de trouver un moyen de régler ça. Mais il était trop tard. Elle non plus n'a pas bien réagi. Je me souviens de ses paroles. Ce n'était donc pas suffisant d'essayer de voler le bonheur de Lisa? Maintenant, tu veux aussi faire souffrir ton père? À ce moment-là, tout était clair. Ils avaient montré leur vrai visage, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Grand-père avait pris sa décision, et j'avais bien l'intention de l'honorer. Dans les jours qui suivirent, je me concentrais sur l'aide à apporter à ma grand-mère pour s'adapter à la vie sans grand-père, m'assurant qu'elle soit bien prise en charge et qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Marc restait avec nous. Puis, juste au moment où je pensais que tout s'était enfin calmé, une lettre arriva par la poste. Elle venait de Bob, l'avocat de grand-père, et m'était adressée. Je l'ouvris, m'attendant à y trouver des détails finaux sur le testament ou peut-être un mot de condoléance, mais ce que je trouvais à l'intérieur était tout autre. La lettre expliquait que grand-père avait créé une fiducie en mon nom. Ce n'était pas une surprise, je savais déjà qu'il m'avait laissé ses économies. Mais ce qui me prit au dépourvu, c'était la condition qui y était attachée. La fiducie était liée à une propriété, une maison en Floride que grand-père avait discrètement achetée des années auparavant. Selon la lettre, la propriété resterait sous ma possession, mais à une condition, si mes parents tentaient de contester le testament ou de faire valoir un droit sur l'héritage de grand-père, la propriété leur serait automatiquement transférée, ainsi que les fonds associés. Cela me sembla étrange, mais il y avait un rebondissement. La propriété n'était rien d'autre qu'une maison délabrée, bien loin de l'héritage luxueux auquel mes parents s'attendaient. Et les fonds n'étaient à peine suffisants que pour couvrir les taxes et les coûts d'entretien de cette maison. Je restais là, stupéfaite, réalisant que grand-père avait non seulement anticipé la cupidité de mes parents, mais qu'il leur avait tendu un piège. S'ils essayaient de contester le testament, ils ne perdraient pas seulement, ils hériteraient d'un fardeau financier qui les ruinerait. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Bob. Il m'informa que mes parents avaient, en effet, essayé de contester le testament. Ils avaient engagé un avocat et prévoyaient d'aller en justice, convaincus qu'ils pouvaient réclamer l'héritage qu'ils pensaient leur revenir. Bob, de son ton calme et mesuré, m'expliqua que dès que les documents seraient déposés, la fiducie s'activerait, et la propriété en Floride, avec tous ses coûts financiers, deviendrait officiellement leur héritage. Avec cette dernière manœuvre, grand-père avait fait en sorte que toute tentative de cupidité de la part de mes parents se retourne contre eux, leur offrant exactement ce qu'ils méritaient, un fardeau financier au lieu de l'argent qu'ils convoitaient tant. Quand le procès débuta, il était clair dès le début que mes parents n'avaient aucune chance. Le testament était inattaquable, et Bob avait tout soigneusement préparé. Mais mes parents, aveuglés par leur soif d'argent, persistèrent, croyant qu'ils pourraient d'une manière ou d'une autre annuler les dernières volontés de grand-père. Puis vint le jour où le juge rejeta leur dossier, et cela se produisit, la fiducie s'activa, et la propriété en Floride, ainsi que tous ses coûts financiers, leur furent officiellement attribués. Ils étaient furieux, bien sûr, réalisant trop tard que l'homme qu'ils avaient essayé de trahir les avait surpassés. J'observais de loin alors qu'ils tentaient de gérer les conséquences, essayant de vendre la propriété pour découvrir que personne ne voulait acheter une maison en ruine chargée d'une montagne de dettes. Leur situation financière se détériora rapidement, et ils se retrouvèrent piégés dans un chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. D'une certaine manière, c'était la justice poétique ultime. Grand-père avait réussi à me protéger, ainsi que grand-mère, de leur cupidité, même au-delà de la tombe. Et bien que je ne prenne aucun plaisir à les voir souffrir, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un certain apaisement. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. Mon père est maintenant en colère, mais au lieu de renoncer, il a commencé à me demander pardon. Il essaie de se faire passer pour la victime, affirmant qu'il a simplement été mal compris et qu'il voulait juste ce qui était juste. Ma mère, elle aussi, m'envoie constamment des messages et des notes vocales, essayant de me flatter. Elle parle du fait que les familles se disputent mais finissent toujours par se retrouver, que grand-père aurait voulu que nous soyons unis et qu'elle veut juste tourner la page. Mais leurs actes en disent bien plus que leurs paroles, et il est clair qu'ils n'ont pas vraiment changé.
Ils ne cherchent pas la réconciliation, ils cherchent un moyen de récupérer l'argent qu'ils ont perdu. Le pire, c'est qu'ils ont impliqué Lisa et Brad dans leur plan. Soudainement, ma sœur et son mari tentent de me contacter, jouant les médiateurs. Ils disent tout ce qu'il faut, parlant de famille et du fait que nous devons rester soudés. Mais je ne suis pas intéressé, tout cela fait partie du jeu. Lisa, qui m'avait à peine adressé la parole depuis l'accusation, agit maintenant comme si elle tenait à réparer notre relation. Ils espèrent tous qu'en me culpabilisant suffisamment, je finirai par céder et leur offrir une part de la fiducie. Ils essaient de m'user, de me faire sentir que c'est moi qui divise la famille, comme si c'était ma faute si nous étions séparés. Mais la vérité, c'est qu'aucun de leurs messages ne m'affecte. En fait, je les trouve divertissants. J'attends toujours avec impatience le moment où ils arrivent, juste pour lire les absurdités qu'ils ont à dire. Car au final, ils ne peuvent rien faire de plus. Nous sommes allés au tribunal, et ils ont perdu, alors leur dernière carte est d'essayer de me faire ressentir quelque chose. Et ils échouent. Mais je ne suis pas là juste pour raconter mon histoire, parce que je sais que ce subreddit a certaines règles, et je dois poser la question. Suis-je la méchante pour vouloir garder ce que grand-père m'a laissé, même si cela signifie tourner le dos à ma famille? Mise à jour 1. Pendant quelques jours après la visite de mes parents, tout était étonnamment calme. Cela m'a un peu attristé, car je m'étais habitué à leurs messages pour me divertir. Je m'étais dit qu'ils avaient finalement accepté la situation et décidé de passer à autre chose. Mais au fond, j'espérais encore qu'ils reviendraient avec quelque chose d'encore plus ridicule pour me faire rire. Bien sûr, juste au moment où je commençais à croire que le silence allait durer, j'ai reçu un email de mon père. Le ton du message était hilarant. Non seulement il était en colère, mais il était aussi rempli de ressentiment et d'un sentiment d'entitlement qui l'aveuglait. Il écrivait qu'il savait que tout l'argent de grand-père lui revenait de droit et que je n'étais rien de plus qu'une voleuse pour le garder. Il a continué en disant que j'étais censé être une personne décente et que je devais faire la bonne chose en lui remettant tout l'héritage. Puis, comme pour ajouter l'insulte à l'injure, il a encore mentionné Brad, affirmant que Brad me pardonnerait gracieusement ce que j'avais fait si je lui donnais l'argent. Mais si je ne le faisais pas, il m'a averti que je ferais face à de graves conséquences. Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais de contrôle, de pouvoir et de son besoin de dominer tout le monde autour de lui, même si cela signifiait détruire sa propre fille dans le processus. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai commencé à entendre des amis de la famille et des parents éloignés me dire que mes parents avaient commencé à répandre toutes sortes de rumeurs à mon sujet. Ils me traitaient de briseuse de ménage, insinuaient que j'avais essayé de détruire le mariage de Lisa et affirmaient que j'étais une sorte de manipulatrice avide d'argent. L'ironie dans tout ça? De quelle fortune parlait-il? Brad vivait chez ses beaux-parents parce que c'était moins cher. Je ne le jugeais pas pour ça avant, mais maintenant, si. Leur mensonge était hilarant car ils montraient jusqu'où ils étaient prêts à descendre. Ils essayaient de ruiner ma réputation, de me faire passer pour la méchante dans cette histoire tordue qu'ils avaient inventée. C'était comme s'ils espéraient que, s'ils répétaient leurs accusations assez de fois, les gens finiraient par les croire. Je savais que je ne pouvais pas affronter ça seul, ou plutôt, je n'en avais pas envie, alors j'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai contacté Bob, l'avocat de grand-père, pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Je lui ai envoyé un email pour lui expliquer tout ce qui se passait. Quand nous avons parlé, Bob était calme et rassurant, mais il ne m'a pas non plus caché la vérité. Il m'a expliqué que malheureusement, mon père pouvait essayer de porter l'affaire devant la justice. Légalement, il avait le droit de contester le testament, surtout s'il prétendait que grand-père avait été manipulé ou n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'il avait pris ses décisions. C'était un argument faible, mais suffisant pour nous entraîner dans une longue bataille juridique si mon père décidait d'aller jusqu'au bout. La bonne nouvelle, selon Bob, était que mon père n'avait pas grand-chose à faire valoir. Le testament de grand-père était solide, et nous avions de nombreuses preuves montrant qu'il était pleinement conscient et maître de ses choix lorsqu'il avait pris ses décisions. Même si mon père n'avait pas un dossier solide, le stress, les frais juridiques et la possibilité de voir encore plus de mensonges et de diffamations étaient suffisants pour me donner l'impression d'être piégé. Alors, me voilà, en train de me préparer à ce qui pourrait arriver. J'ai commencé à rassembler tous les documents et preuves dont je pourrais avoir besoin si cela devait aller au procès. J'ai aussi commencé à documenter chaque message, email et message vocal que mes parents m'envoient. Bob a dit que tout cela pourrait être important si nous devions prouver le harcèlement ou l'intention de me diffamer. Peut-être que tout ça n'est plus aussi drôle, mais je suis prête à leur faire face. Et quand je dis prête, je veux dire que je suis prête à les traîner dans la boue pour qu'ils voient de quoi je suis capable s'ils continuent à me harceler. Mise à jour 2. Ce qui s'est passé ces derniers jours était quelque chose que je ne m'attendais certainement pas à voir arriver. Lisa s'est présentée devant notre porte un matin, complètement à l'improviste. Je me suis préparé à une confrontation, prête à encaisser toutes les accusations qu'elle pourrait me lancer. Mais au lieu de la colère, j'ai vu une femme brisée.
Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Avant que je puisse lui demander ce qui n'allait pas, elle a éclaté en sanglots, son corps tremblant alors qu'elle essayait de parler entre deux sanglots. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Brad, son mari, était censé être en voyage d'affaires. Lisa, voulant lui faire une surprise, a décidé de lui rendre visite sans prévenir. Mais quand elle est arrivée à l'hôtel, elle l'a trouvé avec une autre femme. Elle l'a confronté sur le champ, criant, exigeant des explications et lui demandant comment il avait pu lui faire ça. Dans le feu de l'action, elle lui a lancé toutes les accusations possibles, y compris celles qui avaient détruit notre famille. Elle lui a demandé s'il avait vraiment cru que j'essayais de le séduire. Et c'est là que Brad, tentant de sauver le peu de dignité qui lui restait, a finalement avoué la vérité. Ce n'était pas moi. Ça ne l'avait jamais été. Les messages que Lisa avait vus, ceux qui l'avaient poussé à m'accuser de vouloir voler son mari, provenaient en réalité d'une de ses nombreuses maîtresses. Il avait enregistré le numéro de cette femme sous mon nom pour éviter les soupçons. Quand Lisa m'a raconté ça, mon esprit s'est mis à tourner. Toute cette douleur, toute cette souffrance, tous ces dégâts causés par les mensonges d'un seul homme. Le fait que mes parents l'aient cru et se soient retournés contre moi, sans même envisager que je pouvais être innocente, me donnait l'impression qu'un couteau se tordait dans ma poitrine, encore une fois. Mais ce que Lisa m'a dit ensuite était encore plus déchirant. Après avoir découvert la trahison de Brad, elle était allée voir nos parents, espérant qu'ils la soutiendraient, qu'ils seraient là pour elle alors qu'elle essayait de surmonter la catastrophe qu'était devenue son mariage. Mais au lieu de la réconforter, ils lui ont dit qu'elle devait arranger les choses avec Brad. En fait, ils lui ont conseillé de lui pardonner, de laisser couler et d'aller de l'avant, comme si son infidélité n'était qu'un petit obstacle sur la route. Ils étaient plus préoccupés par leur gendre que par le bonheur de leur propre fille. J'étais furieuse que nos parents puissent être aussi insensibles, aussi aveugles à ce que leur fille traversait. Et la preuve en était dans leur désespoir, dans la manière dont ils la poussaient à rester dans un mariage toxique, juste pour garder cet homme inutile dans la famille. Ce n'était pas si différent de ce que j'avais vécu, être rejeté juste pour qu'ils puissent préserver leur relation avec lui. Lisa n'a cessé de s'excuser, me disant qu'elle était désolée pour tout, de ne pas m'avoir cru, d'avoir laissé Brad et nos parents la manipuler. Elle m'a dit qu'elle ne savait plus vers qui se tourner, qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle se sentait piégée, seule et complètement perdue. Je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais pas de mots pour elle, parce qu'elle était ma sœur, et elle avait choisi de croire quelqu'un d'autre. Il n'y avait plus grand-chose que je pouvais faire pour elle à ce stade. Se sentir seule et perdue, c'est exactement ce que j'avais ressenti, et maintenant, c'était son tour de vivre la même chose. Si elle m'avait soutenu, ou au moins écouté, peut-être qu'elle aurait découvert l'infidélité de son mari plus tôt et qu'elle n'aurait pas perdu une sœur. Alors, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour elle maintenant. Et quant à nos parents? Je ne sais pas ce qu'il adviendra maintenant que la vérité sur Brad est sortie. Je me demande s'ils changeront d'attitude, maintenant que toute leur manipulation reposait sur ce mensonge. On verra bien ce qui se passera ensuite. Mise à jour 3. Les choses ont commencé à se calmer. Lisa a entamé une procédure de divorce pour se débarrasser de Brad. Cela ne répare pas notre relation, mais c'était ce qu'elle devait faire. D'un point de vue positif, mes parents ont enfin fait ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, ils ont mis Brad à la porte. Il ne vit plus chez eux, et honnêtement, c'est un soulagement. C'est frustrant qu'il leur ait fallu autant de temps pour voir la vérité, mais au moins, c'est enfin arrivé. Dans un tournant surprenant, mon père est allé voir grand-mère et s'est excusé pour tout, son absence aux funérailles de grand-père, la façon dont il m'a traité et les tensions qu'il a causées entre nous tous. Il a assuré à grand-mère qu'il voulait réparer ses erreurs et essayer de rattraper le mal qu'il avait fait. Grand-mère, cependant, est restée ferme. Elle lui a rappelé que, bien que son excuse soit bienvenue, cela ne changeait rien au fait qu'il ne recevrait ni argent ni la maison. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que mon père a accepté cela sans protester. Cela ressemblait à une petite victoire, même si j'ai encore des doutes sur ses véritables intentions. Il y a à peine un jour, grand-mère a mentionné quelque chose d'important. Elle m'a confié qu'elle voulait s'assurer que son testament était bien en ordre. Elle ne l'a pas encore annoncé au reste de la famille, mais elle m'a révélé qu'elle comptait léguer la maison à Lisa. Je ne sais pas trop ce que j'en pense, mais après tout, c'est sa maison, et elle peut en faire ce qu'elle veut. En repensant à tout ce qui s'est passé, cela m'a fait reconsidérer ce que signifie vraiment la famille. Ce n'est pas seulement une question de lien de sang ou de tradition, mais plutôt des personnes qui restent à vos côtés quand tout va mal, celles qui croient en vous-même lorsque d'autres ne le font pas. Ma relation avec mes parents ne sera peut-être plus jamais la même, mais ça me convient. J'ai grand-mère et le soutien de ceux qui tiennent vraiment à moi. Alors, Reddit, ceci pourrait bien être la dernière mise à jour. Tout est loin d'être parfait, mais chacun d'entre nous trouve son chemin. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de Lisa et de mes parents, ni s'ils réussiront à véritablement changer, mais je n'ai pas l'intention de le découvrir moi-même.
Mise à jour 4. Pour commencer, mon père essaie de gérer le chaos que représente la propriété en Floride. Bien sûr, sa façon de régler le problème était pour le moins particulière. Avec une montagne de dettes et une maison en état de délabrement total, il a décidé de s'y rendre pour constater l'ampleur des dégâts par lui-même. La solution logique aurait été de trouver un moyen raisonnable de se débarrasser de la propriété après avoir vu le désastre de ses propres yeux. Mais au lieu de cela, les choses ont pris une tournure complètement absurde. Apparemment, en arrivant en Floride et en voyant l'état désastreux de la maison, la situation était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais ce qu'il a fait ensuite était, franchement, un acte de pure frustration ou de stupidité, selon la façon dont on voit les choses. Ce soir-là, après être allé boire dans un bar local, il a décidé que son grand plan était de foncer en voiture dans la maison. Oui, vous avez bien lu. Il a apparemment pensé que ce serait plus rapide ou moins cher que d'avoir recours à une démolition officielle. Comme si la frustration et l'alcool l'avaient mené à un moment de pure folie. Heureusement, personne d'autre n'a été blessé. Cependant, mon père a été blessé dans l'accident et a dû passer quelques jours à l'hôpital. Cela a forcé ma mère à se rendre en Floride pour s'occuper de lui et le ramener une fois qu'il a été autorisé à sortir. Il semble qu'il ait pris conscience de la réalité de la propriété et de son état seulement quand il était trop tard, ce qui ne me surprend pas, étant donné que son obsession pour l'héritage l'a complètement aveuglé à l'époque, le poussant à signer sans même se poser de questions sur ce qu'il recevait. Cela prouve simplement que la cupidité peut vraiment rendre aveugle. D'un autre côté, pour ceux qui se demandent, ma sœur a finalisé son divorce. Quant à son ex-mari Brad, honnêtement, je n'ai aucune idée d'où il est maintenant. Probablement en train de continuer à être le même manipulateur égoïste qu'il a toujours été. En résumé, voilà à quoi ressemble ma vie ces derniers temps.